Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Autour de moi, 3 invités. Armelle Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des manifestations culturelles et scientifiques de la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes venu nous parler d'un catalogue d'expositions. Laurent Garin, bonjour, un habitué de l'émission. Vous êtes venu nous présenter 2 ouvrages. C'est ça, sur 50 ans. La thématique, c'est 50 ans. Donc c'est Jacques Chancel et les graffitis. Parfait. Voilà. Et Francis Costard, bonjour. Vous êtes directeur programmateur de l'Amerise et vous êtes venu nous parler d'un coup de cœur ce matin. Merci à vous. De rien. On va attaquer avec vous. Armelle, bonjour. Bonjour. On se connaît bien à travers le Festival Saint-Quentin. Oui. On a travaillé ensemble sur cette édition qui vient de s'achever. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un catalogue d'expositions qui est votre coup de cœur. C'est mon coup de cœur, oui. Icône de mai 68. C'est une exposition qui a été réalisée par la Bibliothèque nationale, qui a eu lieu sur le site François Mitterrand, d'avril jusqu'au 26 août 2018. Alors, ce qui m'a plu dans ce catalogue d'exposition, c'est que loin de retracer les événements de mai 68, il part plutôt d'une construction culturelle, et notamment sur la mémoire visuelle collective des événements de mai 68. Selon même quel procédé certaines photographies, comme la couverture du catalogue, sont passées du statut d'icône et qui aujourd'hui continuent d'illustrer les événements. Donc ce catalogue est riche puisque la Bibliothèque nationale possède un fonds de plus de 20 000 documents concernant les événements de mai 68. Ce que j'ai aimé dans ce catalogue, c'est ces deux figures d'icônes, notamment l'image de Cohn-Bendit, qui fait face au CRS, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui qui illustre le duel entre les CRS et la jeunesse de l'époque. Complètement d'actualité. Complètement d'actualité. Cette photographie qui a été prise en mai 68, montre bien que aujourd'hui, même si elle n'a pas été publiée dans les années 68, elle a été largement diffusée dans les années 70, voire même plus dans les années 78. Donc elle vient d'un photographe J. Caron, qui était à l'époque photographe pour une jeune agence prometteuse, puisque c'est l'agence Gamma, qui est née en 1967. Et à force d'être utilisée depuis tous ces anniversaires décennaux de mai 68, on se rend compte, et le catalogue, ce que j'ai trouvé intéressant sur la couverture, on le voit bien, de plus en plus cadré pour finir exclusivement sur la figure de David Cohn-Bendit. Alors il y a une deuxième photo qui a marqué... Donc, toutes les photos sont biffées par les photographes. Tout à fait. Donc on voit également Cohn-Bendit comme on le voit très... alors en fait que c'est pratiquement la même, mais en photo couleur. C'est ce qui montre aussi également dans ce catalogue d'exposition pourquoi les archives de 68 ont plutôt été en noir et blanc, rehaussées de couleur rouge. On s'est habitué dans notre mémoire collective, alors que la couleur était déjà utilisée. Alors certes, par les grands journaux, cette photographie, de l'époque, donc je pense à Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, je pense aussi à l'Express, Servan-Schreiber, et puis également le Nouvel Observateur, qui sont l'âge d'or en fait du photojournalisme. Donc la deuxième photographie que moi j'ai beaucoup, normalement, qui se trouve sur la couverture du catalogue. Donc moi je connaissais pas l'histoire de cette photographie. Oui, qui est la Marianne, qui n'est pas française d'ailleurs. Alors, elle est française, mais surtout, elle vient de New York. Elle a été longtemps vivre à New York. Elle était mannequin. Elle a milité contre la guerre au Vietnam. Et donc, quand elle arrive à Paris, en fait, on se rend compte que cette photographie, elle n'est pas née du hasard. Elle a été construite, en fait, parce que elle bat le pavé, comme beaucoup d'étudiants de cette époque, puisque c'est la manifestation unitaire qui a rassemblé des milliers de personnes. Elle a mal aux pieds, elle s'est même sur les épaules d'un ami, qui est quand même Jean-Pierre Level, qui est plasticien de l'époque. Il y a un de ses camarades qui lui donne un drapeau.
c'est le drapeau du Front de libération Sud-Vietnam. Elle prend la pose parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est photographiée, et donc je pense que par son métier de mannequin, et elle le dit plus tard parce qu'elle a été interviewée bien des fois concernant cette photo, et elle est photographiée tout près des grilles du Jardin du Luxembourg. D'autres femmes de l'époque ont brandi le drapeau, soit le drapeau noir des anarchistes ou bien le drapeau bleu-blanc-rouge lors de la manifestation de soutien du général de Gaulle. Et pourtant, ces photographies ne sont pas tombées, n'ont pas versé dans le statut d'icône. Parfait. Je vous interromps parce qu'on pourrait parler des heures de mai 68 et particulièrement aujourd'hui. Oui. On rappelle juste que la commissaire, c'était Audrey Leblanc, docteur en histoire et civilisation à l'université de Lille 3, et que de toute cette exposition est partie de sa thèse de doctorat sur l'image de mai 68 et du journalisme à l'histoire. Oui, elle a été aidée également par des conservateurs de la Bibliothèque nationale. Versavel, qui est la conservatrice du département des estampes et de la photographie. Parfait. Merci à vous, Arnaud Rigaud. On va passer à vous, Francis Costard, et vous venez nous parler d'un livre très connu déjà, Petit Pays, de Gaël Faye. Qu'est-ce qui vous a... Déjà, moi, j'ai voulu ramener un artiste avant tout, c'est pour ça que je suis dans le spectacle. Donc, il est à la fois écrivain et... J'ai surtout, à la base, c'est un slammer rappeur, et puis il a écrit un livre qui raconte son histoire enfant. Voilà. Donc l'immigration depuis le... l'histoire commence au Burundi, où il a grandi. Voilà, donc Gaël, c'est un pseudonyme, il s'appelle Gabriel, réellement. Et ce qui est intéressant, c'est on voit comment un enfant avec un père qui est entrepreneur français, il vit dans un petit quartier résidentiel du Burundi, sa mère est rwandaise, et puis tout se passe bien, lui il fait les 400 coups avec ses copains, et puis là d'un seul coup il y a quelque chose qui se passe, bien sûr, c'est une guerre civile, et il se retrouve, le divorce de ses parents, et puis il se retrouve entraîné dans cette espèce de machine qu'on ne contrôle pas quand on a 10 ans, avec des avis divergents entre son père, avec bien sûr toute son éducation française, et puis sa mère avec ses racines, et on se retrouve donc lui confronté justement à ce qu'on peut retrouver avec un enfant justement issu d'un métissage de générations, enfin deux civilisations différentes, et puis il est au cœur de ce conflit, il le voit, et puis il le vit on va dire comme le regard d'un enfant de 10 ans, et puis avec sa petite sœur, c'est pas évident, voilà. Et donc il va fuir le conflit. Il va fuir, il va partir en France, il va être accueilli dans sa famille, la famille de son père. Et puis c'est toute son histoire. Et le livre trace tout ce parcours jusqu'à la scène, ou pas si loin? Non, jusqu'à la scène, jusqu'à son départ vers la France, et puis après son retour au pays. Voilà. On a un retour au pays, mais j'ai pas envie de spolier, c'est bon de le lire. Et c'est un prix concours des lycéens de 2016, oui. 2016, et gros succès sur scène, et gros succès littéraire aussi, parce que il est très jeune. J'ai un rêve, c'est de pouvoir l'accueillir un jour, et puis qu'on puisse en parler tous les deux de ce livre, et puis en même temps de l'accueillir sur scène pour un concert. C'est un vrai plaisir. Et c'est une façon différente de rencontrer un artiste, par l'écriture. Déjà, c'est un slammer, c'est un rappeur, donc il sait écrire, je veux dire. Mais là il raconte son histoire, et c'est vraiment très touchant, et ça ne m'étonne pas que ce soit le prix concours des lycéens, parce que c'est quelque chose qui se lit très rapidement, très facilement, qui est à portée de tous. Puis je pense que les lycéens se sont retrouvés aussi dans l'écriture, et puis dans l'histoire de Gaël, quoi. Et c'est vraiment très bien. Je pense que ça a donné envie à nos téléspectateurs de découvrir ce livre s'ils ne l'ont pas déjà découvert. Laurent Garin, rebonjour. Bonjour Mathieu. Vous arrivez avec 2 énormes livres. Oui, 2 beaux livres, alors un peu en résonance sur le hip-hop. Donc le graffiti, 50 ans d'interaction urbaine, donc c'est un peu comme si Michel Foucault faisait une étude du graffiti. Donc pour une fois, il n'y a pas uniquement que des belles photos, parce qu'il y a des superbes photos qu'on peut voir ici par exemple, mais il y a toute une étude sociologique faite par 2 sociologues, et donc le texte vient vraiment en résonance des graffitis, sur l'explication, comment ça s'est créé, comment ça se forme, comment ça se développe. Le tag, c'est ça. Marquer son nom,
Alors oui, au départ, donc ça partait sur du vandalisme urbain, et maintenant c'est rentré dans les institutions. Oui. Alors comment ça a réussi à passer ces frontières-là? C'est toujours resté hors les musées, ça restera hors les musées, mais ça rentre quand même dans les institutions. De plus en plus dans les galeries, oui. De plus en plus dans les galeries, donc on essaye un peu sont, d'enfermer tout ça. Donc c'est Lokis, qui est un artiste graffeur français, mais international, hein, qui graffe un peu partout. Et voilà, donc c'est un superbe roman, enfin c'est un superbe bouquin, pardon, mais c'est aussi une étude sociologique. Donc avec une vraie profondeur en sciences humaines. C'est pas que de la photo, c'est pas que de la du photo cette graphisme, fois-ci. que de la couleur. Non, il y a vraiment une vraie profondeur. De plus en plus, on analyse aussi le c'est ça, contenu. Une vraie étude sociologique du mouvement hip-hop. En plus, je crois que c'est un monde vraiment très codifié, avec une espèce de hiérarchie aristocratique. Oui, c'est ça. Il y a des strates, il y a une sémiologie. C'est pas un hasard si Joe One s'appelle Joe One, parce qu'il y a le One de premier, et donc il y a une espèce de hiérarchie très aristocratique finalement dans les. C'est ça, il y a différentes strates, et on passe pas des strates comme ça. Très hiérarchisé, on tag pas le tag de quelqu'un. Et c'est une histoire de territoire aussi. Enfin voilà, ça parle de tout ça, et il y a une vraie étude sociologique qui est vraiment très profonde, qui est superbe. Très bien. Il y a un deuxième ouvrage. Et un deuxième ouvrage qui est bien différent, donc qui est Radioscopie, sur Jacques Chancel, son émission qui a duré 20 ans, qui était quotidienne. Donc il reste encore le maître à penser de pas mal de monde. Donc c'est Bunel qui fait la préface là pour situer le contexte. Et donc ce sont des interviews qu'il a menées tout au long des émissions, qu'on retrace à l'écrit. Donc on passe d'Adjani, Gainsbourg, Bardot, voilà, et tout ce qui s'est dit lors de ces émissions-là. Une galerie de portraits. Une galerie de portraits des années 70 principalement, c'est surtout autour des années 70, hein, tout début des années 80. Et voilà, on se replonge dans le monde artistique, culturel de la France de l'époque, et on revit tout ça. Et c'est aussi un très bon moment qu'on passe, quoi. Et finalement, on se rend compte aussi que Jacques Chancel a apporté beaucoup de choses, quoi. Parce que tout le monde s'en inspire encore aujourd'hui. Et vraiment, c'est intéressant de relire tout ça. Très bien, il nous reste 1 minute pour. Est-ce que vous avez des agendas que vous voulez mettre en avant pour cette fin d'année? Moi, j'ai très envie d'aller à la Meurise. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut écouter prochainement à la Meurise? Eh bien, bientôt on reçoit un slammer, rappeur, Hippocampe Fou. Voilà, ça s'appelle l'Odyssée d'Hippo. Voilà, c'est un voyage en 80 rêves. Voilà, donc c'est le grand slammer, qui va faire un spectacle jeune public, et donc va décliner ce spectacle avec du mapping, avec de la vidéo, des projections, etc. Très bien. Et puis après, quoi venir écouter, bientôt on reçoit Tiken Jah Fakoly le 23 mars. Oui. Voilà. Et puis également Feu Chatterton. Ah oui, très bien. Le 29, la semaine d'après. Partout. Voilà. Et puis, moi j'ai un petit coup de cœur sur ma programmation. On reçoit Luc Langevin. C'est pas un magicien, c'est un illusionniste. Voilà, c'est un artiste québécois, et sa première en France, ce sera chez nous. Parfait. Il vient préparer toute sa tournée avant de partir partout en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'être venu dans cette nouvelle édition d'Envie de lecture. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et merci encore à vous d'être venu me rejoindre sur ce plateau ce matin. À très bientôt.